Buongiorno e benvenuti a tutti voi. Sono Milvia Monachesi e sono il sindaco di Castel Gandolfo e in qualità di sindaco ho l'onore e il piacere di ospitare nella mia città questo importante convegno. Ho anche l'onore di rappresentare qui, in qualità di presidente, l'Associazione Città per la Fraternità, un'associazione nata 10 anni fa e oggi formata da oltre 100 comuni ed altri enti locali, che si è posta l'obiettivo di promuovere, nell'ambito delle attività istituzionali delle città, esperienze positive da mettere in rete e moltiplicare, finalizzate alla promozione e difesa dei valori della pace, dei diritti umani, della giustizia sociale, tutti raccolti nell'obiettivo della fraternità universale. L'associazione vuole dunque essere un punto di riferimento, autonomo e indipendente, un luogo di progettazione comune, di conoscenza reciproca, di scambio di informazioni e collaborazioni tra quanti intendono lavorare per la fraternità. Finalità che combaciano perfettamente con gli obiettivi di questo convegno che oggi si apre, organizzato dal Movimento Umanità Nuova, dal Movimento Politico per l'Unità e dal quale l'Associazione Città per la Fraternità ha collaborato con entusiasmo. Ci sono due culture che si contrappongono, ha detto Papa Francesco. La cultura dello scarto, fatta di difesa, paura, disinteresse, emarginazione, e la cultura dell'incontro, l'unica capace di rinnovare il mondo e renderlo più giusto e fraterno. Certo, in tempi come quelli che stiamo vivendo, dove gli esempi di violenza hanno raggiunto livelli impensabili, dove la paura fa emergere la nostra parte peggiore, questi propositi possono sembrare assurdi e irrealizzabili. Parlare di fraternità oggi può apparire irrisorio, forse ingenuo, ma sono fortemente convinta che questa sia invece l'unica risposta efficace ai mali di oggi. Così come sono certa che da questi 4 giorni di riflessione e condivisione comune scaturiranno idee e modelli in grado di ispirare il nostro agire futuro. Grazie a tutti noi, a tutti voi, per il contributo che porterete con la vostra esperienza. Grazie al Movimento Umanità Nuova e al Movimento Politico per l'Unità, per aver dato a tutti noi l'opportunità di incontrarci e confrontarci, e grazie al Centro Mariapoli per la loro meravigliosa accoglienza. Voglio salutarvi con una frase di Chiara Lubich, che amo moltissimo e che spesso ripeto a me stessa nei momenti di maggiore difficoltà. Chiunque oggi si accinge a spostare le montagne dell'indifferenza, se non dell'odio e della violenza, ha un compito immane, ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi diventa possibile a gente che ha fatto della fraternità universale il movente essenziale della vita. Buon lavoro a tutti noi. Le città sono diventate delle discariche per i problemi causati dalla globalizzazione. I cittadini e coloro che sono stati eletti come loro rappresentanti vengono messi di fronte a un compito che non possono neanche sognarsi di portare a termine: il compito di trovare soluzioni locali alle contraddizioni globali. Ho paura delle città, ma non bisogna uscirne. Se ci si avventura troppo lontano, si incontra il cerchio della vegetazione. La vegetazione ha strisciato per chilometri verso le città, attende, legiferano, scrivono romanzi populisti, si sposano, hanno l'estrema stupidità di fare figli. E frattanto la grande natura incolta s'è insinuata nella loro città, s'è infiltrata dappertutto, nelle loro case, nei loro uffici, in loro stessi.
catastrofe della modernità, museo vivente delle devastazioni frutto dell'incongruenza politica, città panico, Onnipolis, megalopoli contemporanea, città fantasma, metacittà senza limiti e senza leggi che si crede l'epicentro del mondo, ma che in realtà non ha luogo. Ho paura delle città. Sì, davvero. Pensavo che l'odio esistesse, che venisse a posarsi sulle persone e ad elevarle al di sopra di loro stessi. Naturalmente, non ci son che io. Io che odio, io che amo. Se io guardo questa città così com'è, sento il mio ideale lontano. Passo e non voglio guardare. Naturalmente, non ci son che io. Io che odio, io che amo. Per non morire, bisogna cominciare a scoprire la fraternità. Sono venuto a dirvi questo. È necessario, è urgente stare assieme, metterci insieme. Cercare in questo paese cellule viventi di uomini interi, cioè fraterni. Difenderci dal contagio della morte. Vi ripeto, è urgente. Guardo il mondo che è dentro di me e mi attacco a ciò che ha essere e valore e prendo contatto col fuoco, così che il mio umano si confonda col divino ed i miei occhi non siano più spenti. Guardo al mondo e alle cose, però non più io guardo, è Cristo che guarda in me e rivede ciechi da illuminare e muti da far parlare e storpi da far camminare. Vedo e scopro la mia stessa luce negli altri e, ritrovato me stesso, mi riunisco a me, risuscitandomi. Amore che è vita nel fratello. Così l'amore circola e porta come un fiume infuocato ogni altra cosa per rendere comuni i beni dello spirito e quelli materiali. Allora tutto si rivoluziona, politica e arte, scuola e religione, vita privata e divertimento. Tutto. Un diritto di cui siamo titolari, noi della generazione presente, ma del quale sono titolari ancor di più gli uomini delle generazioni future. Un diritto il cui valore storico, sociale, politico, culturale, religioso si fa più grande a misura che si chiarisce nella meditazione umana attuale. Il significato misterioso e profondo delle città. Queste erano le parole che il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira,
pronunciò davanti al Comitato Internazionale della Croce Rossa in un suo discorso del 1954 e sono, come avete sentito, estremamente attuali. So let's switch to English. Welcome everybody to this first panel of the International Conference on Co-Governance, Mutual Responsibility in Cities today. I would say that we have the honor and the privilege, but also the responsibility to start this conversation about the city. And we will try to elaborate in this first panel on this idea of a city as a mysterious place, as a mysterious human endeavor. And we will do that thanks to the contribution of very distinguished panelists that are with me today. They represent different cultures, different continents, different cultures, and also different backgrounds, academic and professional backgrounds. So I will start by introducing briefly Emilce Cuda from Argentina. She teaches in the United States at the moment. So welcome, Emilce. Philippe Voyant, an architect urbanist, University of Lorraine, France. Joe Spiegel, mayor of Kirgisheim from France. And Sung Gon Kim, former Secretary General of the Korean National Assembly. So as you can see, we have really a diverse group of persons that will be capable of leading us into the mysteries of the city. It has been said, just to introduce this panel, that the city, since the beginning, has been deeply connected to philosophy. Maybe if we have philosophy today is because of the autonomy and the plurality of a city. And maybe also today we have something that we can call political philosophy, because the first reflection about human community started in Greece 2,500 years ago around the concept of polis. And many philosophers have tried to design in their works the possibility of the perfect city, the utopian city. So the city has been at the center of the human thought. It's not just a way of living together, it's not just a way of solving problem vis-a-vis the challenges of the nature, but it's something much more than gathering different people in order to face common challenges. So my first question mark, and I think that the panel will be capable of giving some answer or at least some thoughts about this mystery of the city, is what is really a city today? What is the meaning of the city? Is just a way of solving problem, or is much more than that? And what are the main challenges of the cities today? So without further ado, I will give the floor to Emilce to start with this conversation. And we hope that we will have at the end of the different presentation the possibility to have, at least among the panelists, a brief dialogue and exchange of views. Thank you, Emilce. Good morning. Thank you very much for this invitation. Really is a great honor to me to be here between you this morning. Like the Pope, I am from the end of the war. So I am from Latin America. My language is Spanish.
and I'm going to give this speech in Spanish. Vengo del fin del mundo, la ciudad del Papa, a hablarles de la ciudad como pueblo organizado. Vengo como teóloga del pueblo, a hablarles de un pueblo escindido en dos ciudades antagónicas. Vengo desde una espiritualidad ignaciana, la del Papa Francisco, a hablarles de la ciudad bajo dos banderas, la simbólica y la diabólica. Vengo como cristiana a denunciar que la ciudad es un pueblo de humanos, no de dioses, factible de ser corrompido por un enemigo impersonal, al cual el Papa llama sistema de relaciones capitalistas. Vengo como argentina a replicar la voz de nuestro pastor, quien llama crisis ecológica a lo que otros llaman crisis económica y política, e interpela a ver la ciudad donde vivimos como la casa común de un pueblo en su cultura. Vengo como investigadora comprometida con lo político a contar que otro modo de gobierno es posible, el modelo poliédrico que representa la organización autónoma de un pueblo ciudadano que es unidad en la diferencia. Propongo considerar la cogobernanza de la ciudad en el siglo XXI a partir del pensamiento teológico y político del Papa Francisco. Eso implica pensar la ciudad como un pueblo escindido entre lo simbólico y lo diabólico, en busca de la unidad en la diferencia, donde la cogobernanza sea unidad constitutiva de una identidad política ciudadana que posibilite la conversión de sus habitantes en un nosotros pueblo organizado, bajo la forma más alta, real y efectiva de la caridad, es decir, la política. Pensar la ciudad como un pueblo no es fácil, porque un pueblo, como diría Rudolf Otto, es un misterio tremendo y fascinante que permanece oculto hasta que se manifiesta en la unidad ciudadana que es comunidad organizada. Para el Papa Francisco, la ciudad es la manifestación de un pueblo organizado. Desde una mirada teológico-política, la identidad de un pueblo como unidad en la diferencia se constituye en la tensión entre lo simbólico y lo diabólico, siendo pueblo solo el resto que resiste a lo diabólico y se manifiesta en lo simbólico. Dicho de otro modo, un pueblo es el sujeto que resiste a la división y se manifiesta como unidad simbólica en la diferencia. Pero la unidad ciudadana es difícil de alcanzar, ya que un pueblo no puede organizarse de manera autónoma porque la ausencia de amor divide al infinito su demanda en demandas individuales inconexas. En términos políticos, lo simbólico, como unidad en la diferencia, se denomina antagónico y se da como un momento en el cual aparece simbólicamente un pueblo como unidad, como equilibrio entre las partes de la sociedad que se disputan una misma identidad, la de ciudadano. El resultado de una práctica cultural antagónica es la división de un pueblo en dos ciudades que habitan un mismo tiempo y espacio, los ricos y los pobres, por ejemplo, pero en el equilibrio de las fuerzas institucionales, como son los sindicatos, los partidos políticos, los movimientos sociales. La práctica cultural diabólica, en cambio, es la división infinita de las demandas para impedir el momento político de la unidad, no solo de la sociedad en general, sino también de cada relación, ya sea sindical, política o familiar. Por eso la cogobernanza desde esta perspectiva no se logra levantando muros al establecer diferencias discursivas entre nativos y migrantes o blancos y negros, sino construyendo puentes
que comuniquen las diferencias sin aniquilarlas, para no caer en los totalitarismos, que relacionen las diferencias, que las comuniquen. La idea de un pueblo desgarrado en dos ciudades no es nueva. San Agustín habla a la caída del Imperio Romano de la ciudad de Dios y de la ciudad terrena, cohabitando en un mismo tiempo y espacio, incluso al interior de un mismo ser humano. La frontera entre las dos ciudades no es geográfica, sino discursiva, trazada al interior de un pueblo, penetrando y distorsionando su modo de relación, dividiéndolo, impidiendo la unidad y con eso lo político. San Ignacio, casi 1000 años después de San Agustín, se refiere a esa división como la lucha de las dos banderas, una batalla cultural con mayúsculas, librada, según San Ignacio, entre el Señor y su enemigo, el maligno. Esa batalla agustiniana, ignaciana, se da en la cultura de cada ciudad, donde habita cada pueblo desorganizado, y es ejecutada por los humanos, algunos como ciudades de la ciudad simbólica y otros como soldados de la ciudad de una división eterna. La idea que emerge de estos dos autores cristianos es muy interesante y puede ayudar en el presente. Según ellos, los soldados del enemigo no son el enemigo, sino víctimas de una guerra que no es la suya y que los trasciende. Por eso, misericordiosamente, hay que rescatarlos. Hannah Arendt, siguiendo a Aristóteles, sostuvo que la condición humana es la palabra pública como política. Y eso es lo que diferencia a los humanos de los animales, pero también de los dioses. Sin embargo, la teología de Francisco agrega a la condición humana la tentación, como la debilidad que diferencia lo humano de lo divino. La tentación del dinero, del poder, de la exhibición, de la dispersión, del consumo, de la división, hace imposible la unidad en la diferencia. Frente a la condición de corruptibilidad, el Papa propone misericordia como condición de una unidad ciudadana. Hay una función social de la misericordia. Así como la palabra es el modo político de reclamar reconocimiento por la dignidad humana para que las necesidades se conviertan en derechos cuando el Estado las reconoce, la misericordia es el modo espiritual de unir la diferencia en la ciudad para que la política, al modo de cogobernanza, sea posible. Sin reconocimiento de la palabra del otro, no hay política como Estado de Derecho. Pero sin reconocimiento de la debilidad del otro, no hay justicia como sistema de misericordia. Un pueblo de dioses no es posible, por eso se necesitan leyes. Reconocer que los hombres no son dioses es reconocer su condición de debilidad y de posibilidad de ser corrompidos, pero también de ser convertidos. Una iglesia en salida es una iglesia que sale al rescate de los que hemos sido seducidos, corrompidos, por un sistema de relaciones productivas que por ser impersonal despersonaliza y mata. Un pueblo en el siglo XXI permanecerá escondido mientras el lenguaje de la palabra hegemónica siga clasificando, determinando y dividiendo. Sin embargo, en el lenguaje simbólico de la cultura popular está el pueblo comunidad. El arte popular es el símbolo comunidad donde un pueblo se desoculta, se manifiesta en su esplendor. Es donde el pueblo está, porque el símbolo es la unidad donde él se muestra. Allí hay que ver y escuchar sus demandas situadas. Un pueblo está en sus demandas. La unidad de análisis político es la demanda concreta, no la idea. Por eso, según el Papa, la realidad es superior a la idea, porque la realidad está en la unidad del pueblo.
Mientras no se pueda lograr la unidad de las diferencias en un pueblo organizado como ciudad, el pueblo estará en la unidad simbólica de sus demandas, manifestada en el arte popular, que son los grafitis de sus muros, el rap de sus calles, la poesía de sus bares y las marchas silenciosas latinoamericanas, como la de las Madres de Plaza de Mayo. Un pueblo no es una idea, un pueblo es lo que está en la unidad de una ciudad. Como dicen los ángeles en los textos sagrados, cada vez que se aparecen llevando un mensaje, no temáis, les traigo una buena noticia. Una ciudad de diferentes no es lo mismo que un pueblo dividido. La unidad de un pueblo como ciudadano, es decir, la de un pueblo organizado, la unidad de la cogobernanza, no es la unidad de los totalitarismos que aniquila la diferencia, sino la unidad parcial y abierta que emerge de la articulación de las demandas del pueblo. Hablar en esos términos teológicos en el siglo XXI puede resultar excéntrico. Sin embargo, sirve para ver las cosas desde otra perspectiva. Tanto San Agustín como San Ignacio vivieron el cambio de época, igual que nosotros. Los místicos aparecen y dicen en el paso, que es siempre una Pascua, y en la Pascua hay que poner el cuerpo. El paso que representa el siglo XXI, con su sistema de representación política en crisis, que origina lo que muchos llaman populismos, y con un sistema económico capitalista global que devino financiero, que elimina la etapa de trabajo para millones de personas en el mundo de manera estructural, que impide de ese modo la organización sindical que deriva en partidos políticos del pueblo y para el pueblo, ese paso es la Pascua del pueblo como ciudadano hoy y del político como místico. Los soldados de la ciudad nueva, ahora y siempre, o son místicos, o somos místicos, o no pasarán. Santo Tomás y San Agustín fueron místicos, como también lo fueron Tomás Moro, Monseñor Romero, Santo Toribio Mogrovejo, quienes pusieron el cuerpo en la ciudad, se mezclaron con la gente, sintieron sus necesidades, se embarraron en sus antagonismos y se compadecieron de sus miserias, hasta saborear la condición humana. Sin ese saber de las diferencias es imposible la unidad, porque sin misericordia no hay unidad posible. La Iglesia en salida debe librar una batalla ecológica en una cultura particular y concreta, es decir, en una ciudad. Desde una mirada latinoamericana, la cultura de la vida es aquella donde el sistema de justicia no sea retributivo, sino distributivo, y donde la moral no sea un sistema de castigo, sino de misericordia. La organización política de la ciudad-pueblo, según el Papa, es la del poliedro, sin centro, donde todo está en la parte y no está. Es un modo de resistir en la vida como comunidad de santos, es decir, de aquellos que dan la vida por la vida, como lo son nuestros santos latinoamericanos, que fueron ciudadanos hasta el martirio y fueron místicos. Muchas gracias. Thank you very much, Emils, for this very interesting and challenging presentation. And now the floor goes to Philippe Vaillant. A different perspective. Bonjour, je m'appelle Philippe Vaillant, je suis urbaniste de l'Invisible à Charleville-Mézières, aux 200 km au nord de Paris. Charleville-Mézières s'est regroupé avec la ville de Sedan pour créer Ardennes Métropole,
donc un ensemble de 61 communes sur 400 km² et 130 000 personnes. Je le dis pour que vous voyez que la ville prend des formes différentes qui mêlent l'urbain au rural. J'en suis issu, je suis sur le terrain et je disais urbaniste de l'invisible parce que je travaille à la politique de la ville sur les problèmes de cohésion sociale, de radicalisation, de discrimination, d'insertion sociale, de mobilité, d'habitat. Donc, dans mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de quartiers, de pierres, de places, de rues, etc. Maintenant, je travaille sur l'architecture de l'invisible. Et je suis chercheur à l'Université de Lorraine. Je suis jeune docteur de l'Université de Lorraine et mon point de départ a été la pensée organique, c'est-à-dire la pensée qui permet de relier les choses, de sortir. Alors, je suis français, mais je parle de sortir de ce paradigme cartésien où tout est fragmenté, cloisonné, coupé en silos. C'est terminé, ce n'est plus possible et je ne peux pas être urbaniste des villes sur le terrain si je n'apprends pas à conjuguer les choses. Et je suis d'emblée par ma pratique dans cette pensée de holistique, globale, et ma référence, je vous en donnerai une seule, c'est Alfred North Whitehead. C'est très difficile pour prononcer pour un Français. C'est lui qui va renouveler la pensée cartésienne. Dans le monde anglo-saxon, il est très connu et les autres auteurs, il n'est pas fondateur de la pensée organique dans la mesure où la pensée organique a commencé bien avant avec Charles Sanders Peirce, avec William James et le pragmatisme, avec Bergson, avec Teilhard de Chardin, avec Dewey. Et Whitehead est seulement celui qui a exprimé le mieux toutes les composantes de ce paradigme. Il est mathématicien, il est scientifique de l'université de Harvard. Et son œuvre majeure, c'est Procès et réalité. Tout est processus, tout est goutte d'expérience. Alors, ça m'amuse beaucoup quand Whitehead, je vous dis cela parce qu'on le classe dans le New Age. Alors, ça m'amuse beaucoup de voir quelqu'un qui est mathématicien, qui a travaillé sur les Principia Mathematica avec Bertrand Russell, prix Nobel de logique, qui est de la lignée de Cambridge, c'est-à-dire Whitehead était professeur de Bertrand Russell, qui était professeur de Wittgenstein. Donc, tous des noms de la logique, de la science et de la philosophie. Non, bien sûr, il n'est pas du New Age. Donc, dans cette pensée organique, Whitehead est celui qui exprime le mieux que tout est goutte d'expérience. Alors, le terme technique, c'est entité actuelle. Teilhard de Chardin appelle ça des grains de pensée. Raymond Ruyère, de la gnose de Princeton, appelle ça la psychomatière. Les bouddhistes appellent ça les ksana. Ils appellent ça des moments d'espace-temps. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dissocier, y compris à l'état fondamental de la nature, l'esprit de la matière. Et ce que je vous dis là n'est pas une idée philosophique, c'est la science d'aujourd'hui, de la mécanique quantique, de la relativité générale et restreinte, qui embête beaucoup les scientifiques qui sont restés modernistes. Ils sont très embêtés par la mécanique quantique. Vous savez tous, ou je ne sais pas si je vous le dis, Einstein ne croyait pas à la mécanique quantique. Il a donc créé un paradoxe pour prouver que ça ne marchait pas. Eh bien, ça marche. Vous irez sur Google chercher Bernard Aspect. Il prouve que ça marche. J'en reste là. C'est pour vous dire que le monde étant composé de gouttes d'expérience, les choses viennent à l'être progressivement. C'est-à-dire qu'elles partent des potentialités pures, c'est-à-dire
nos amis en Orient appellent ça le sunyata, la vacuité, le néant. Mais attention, le néant n'est pas le néant, c'est un néant des potentialités générales de l'univers. De ce néant passent des propositions hybrides. Quand vous voulez acheter, quand vous rêvez des vacances ou vous voulez acheter la maison de vos rêves, c'est une proposition. Vous ne l'avez pas encore, mais vous faites ce qu'il faut pour l'avoir, c'est hybride. Et quand vous pouvez la réaliser, ça passe à la potentialité réelle, la chose devient réelle. Eh bien, pour les villes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une émergence des relations sociales, des formes relationnelles communes. Les liens se tissent et se forment. Chaque peuple exprime l'invisible de ses potentialités générales avec le génie propre de sa culture pour proposer des formes nouvelles et les réaliser. Chaque ville est l'expression de l'invisible d'un peuple. Donc chaque ville est la conjugaison de l'invisible, d'une spiritualité, du génie d'un peuple dans le réel. Et c'est ainsi que tout le monde maintenant a admis la naissance des villes. Il y en a une définition. Et l'ouvrage magistral là-dessus, c'est Lewis Mumford sur la cité à travers l'histoire, qui explique bien cela. Plus récemment, il y a seulement 20 ans, la ville a généré des agglomérations. Et les agglomérations, c'est un nouvel être géographique, un nouvel objet géographique qui a été défini par Morricone et Ebrard. Et donc, c'est une nouvelle venue à l'être. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans l'émergence, non plus seulement des agglomérations, c'est-à-dire la ville qui s'étend et commence à s'étendre sur la nature, nous sommes dans l'émergence des villes-régions de rayons 100 km. Donc c'est encore un objet non identifié, mais qui fait l'objet de ma thèse, qui est que cette ville-région à l'échelon 100 km, je l'appelle la région conviviale. C'est le lieu d'articulation du local et du global. C'est la région pique-nique, c'est-à-dire là où vous iriez en une journée en aller-retour. C'est, pour ceux qui sont à pied, c'est ce qu'on peut faire en une semaine aller-retour. Et au-delà, c'est ailleurs, c'est dans une autre région. Et donc c'est une notion qui mêle l'identité, l'appartenance et la conjugaison de l'invisible avec la culture. Et donc cette région conviviale est un nouvel objet géographique. Il naît plein d'autres objets géographiques. Je ne vais pas vous détailler cette diapositive, je vais juste en dire 2-3 mots. Parmi les objets géographiques nouveaux, vous avez la finance internationale, vous avez les tsunamis. Les tsunamis, ça n'existe pas. C'est la composition de 10 formules météorologiques et océanographiques qui se conjuguent pour créer un événement qui disparaît. Je donne cet exemple parce qu'il est frappant. Tout le monde connaît les tsunamis. Et pourtant, un tsunami est un phénomène sporadique dans l'histoire. Donc, il y a de plus en plus d'objets de ce type-là. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus dans le monde d'urbanistes de l'invisible, avec des choses toujours plus virtuelles. Vous avez la description à droite de la goutte d'expérience. Donc, est-ce que ça marche? Non. La goutte d'expérience, c'est très simple. C'est les interactions que nous avons, comme aujourd'hui. Ces interactions sont guidées par une vision qui est bien sûr, en ce qui nous concerne, la fraternité universelle et l'unité, qui aboutit à des propositions qui ne sont rien s'il n'y a pas des décisions pour passer à l'acte. Je vous ai résumé en 5 points toute la philosophie organique. Je vous économise la lecture de centaines d'ouvrages parce que ces 5 points que la ménagère connaît bien. Elle veut faire un bon repas, elle regarde ce qu'il y a dans le frigo. Elle veut une ambiance pour un repas convivial. Elle fait sa liste de courses, la proposition. Elle va faire ses courses, mais elle est obligée, si elle ne trouve pas les ingrédients, de tout refaire, changer le menu, machin, etc., pour pouvoir passer à l'acte.
Je fais exprès de prendre un exemple de la vie ordinaire, parce que, messieurs, dames, vous êtes tous des penseurs organiques sans le savoir. Et l'école nous désapprend ce qu'on sait depuis l'enfance. Les enfants savent cela. Et tenez-vous bien, pour retrouver cela actuellement, c'est le nouveau sujet de l'agrégation. Il faut avoir un bac plus 7 pour qu'on vous dise « oubliez tout ce qu'on vous a appris ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Avec la science de la mécanique quantique, ça fonctionne de manière organique. Je vous fais gagner beaucoup de temps. Vous avez tous un bac plus 7. Alors, la région conviviale, c'est la région à l'échelle des rayons 100 km. Vous avez au milieu les villes, la nature, une conjugaison de la nature et des villes. Elle permet d'expliquer tous les processus que de gens bien plus savants que moi, des géographes, dissocient, c'est-à-dire l'exode rural, la concentration urbaine, le desserrement urbain, l'étalement urbain, la rurbanisation, la nature dans les villes, l'agriculture urbaine. Tout cela prend du sens et de la cohérence avec cette notion de région conviviale. L'ONU, alors, à titre d'exemple, l'Europe, qui est un exemple dans le monde de paix, envers et contre tout. On peut dire des choses contre ou pour l'Europe, mais n'empêche qu'on est en paix depuis maintenant 80 ans, et 30% des régions d'Europe sont des régions de rayons 100 km, des régions conviviales. Une région 100 km, ça représente à peu près 32 000, ce n'est pas une science exacte, je vous l'ai dit, c'est la conjugaison de l'invisible, de la nature et de la culture. Et bien, il se trouve que la Suisse fait 40 000 km², la Belgique en fait 30 000, la Hollande fait 30 000. Barcelone, pourquoi y a-t-il des problèmes avec Barcelone? Eh bien parce que c'est une région conviviale mûre qui réclame son autonomie. Ça va dans le sens de l'évidence mondiale maintenant. Donc le monde est composé d'environ 2100 régions conviviales. Vous calculerez, vous prendrez un globe, et il y a une centaine de 21 sous-continents de 100 régions conviviales. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, c'est une centaine de régions. L'Australie, c'est une centaine de régions. On retrouve d'ailleurs les peuples d'Australie. Personnellement, je travaille avec le peuple Nikina du Kimberley. Quand j'ai parlé comme ça, mes amis aborigènes m'ont regardé, ils m'ont dit « Ben oui, c'est évident, c'est ça. » Voilà, tout est dit. Donc, cette région conviviale, l'ONU a rédigé des lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale. Vous voyez, on ne peut plus dissocier la ville du territoire. Ces villes, régions, qui est-ce qui nous nourrit? Ce n'est pas la ville, ce sont les territoires. Si on l'oublie, c'est la malbouffe, ce sont tous les cancers qui se développent. Actuellement, c'est le territoire qui nous nourrit, c'est le territoire qui nous abreuve avec l'eau. Regardez tous les problèmes d'alimentation en eau, de quantité en eau, de qualité de l'eau. L'Europe a fait une directive en l'an 2000 qui est encore loin d'être appliquée. Et ce sont les territoires qui nous ressourcent. Et quand je dis ressources, c'est avec toutes les acceptions du terme ressourcer. C'est piquer tous les matériaux, extraire tous les matériaux qu'il faut pour les smartphones, pour les ordinateurs, mais c'est aussi se ressourcer spirituellement, retrouver une connexion à la nature, retrouver un équilibre. Donc les mots, certains mots gardent tout leur pouvoir de conjugaison du matériel et de l'immatériel, qui sortent de la dichotomie. Vision sort de la dichotomie, proposition sort de la dichotomie, et ces mots permettent un basculement vers ce nouveau paradigme organique. Juste à titre de provocation, le mystère continue et je ne l'ai pas éludé. Je vous explique. Lyon, qui fait 5 millions d'habitants, a 30 à 60% d'urbains dans son agglomération. Vous voyez, le grand cercle, c'est la région conviviale. C'est 2000 km², c'est l'agglomération. Le petit cercle, c'est la ville, comme Paris, 100 km². Et à droite, vous voyez ma ville natale, c'est Vienne, 30 000 habitants. La communauté de communes de Vienne, qui maintenant est devenue communauté d'agglomération, regroupe 30 communes.
Et 97% de ces communes font 95% du territoire. C'est-à-dire qu'ils approchent 100 000 habitants. Maintenant, 100 000 habitants, ce sont des ensembles de villages. Donc, probablement, il y aura de nouveaux objets géographiques qui naîtront. Ça n'enlève rien à l'échelle de la région conviviale d'articulation du global et du local. La clé de tout cela, ce lien de la nature à la culture, de l'invisible au visible, c'est ce passage de la terre, et la terre est la source de la loi. Je ne l'invente pas, c'est le titre d'un ouvrage de Christine Black, qui est une universitaire aborigène de Brisbane, de l'université de Griffith, que j'ai rencontrée, avec qui j'ai travaillé. Et pourquoi on a des problèmes c'est que la loi occidentale n'est pas basée sur la terre. Et même, je vais vous dire plus, les lois actuellement en Occident, et c'est un urbaniste qui vous dit ça, et qui l'a appliqué en plus pendant 20 ans. J'ai fait des quartiers entiers. On crée des lois pour pouvoir aménager, quitte à annuler certaines lois ou à amender des lois d'environnement. Donc, ça veut dire que la terre est loin d'être à la source de l'aménagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Ça veut dire que dans ce lien de la terre, du territoire qui est la source de la loi, on construit, oui, mais avec la nature et pas contre la nature. Et cette prise de conscience, pour moi, est fondamentale. Je me suis dit, mais nom d'une pipe, pendant 30 ans, j'ai construit, on m'a appris à faire du design urbain, c'est-à-dire manipuler des objets industriels pour les injecter dans le territoire, sans savoir, avec un coup de bulldozer, on construit. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans le sol et dans le sous-sol. Donc vous voyez le chemin que j'ai pu parcourir et que j'aimerais aider à d'autres à parcourir plus vite. Je finirai par le fait que maintenant, dans les villes, ne sont plus le produit d'une seule culture. Ma ville a 23 nationalités. Nous avons à être capables de dialoguer ensemble. Nous devons entrer dans le dialogue. Alors, là aussi, les mots, c'est quoi? C'est interreligieux, interspirituel. Sur Wikipédia, vous trouverez maintenant interconvictionnel. Parce que si les religions opposent les gens, ce sont les mystiques qui les réunissent. Je n'approfondirai pas, mais c'est quelque chose qui m'a nourri longtemps. Les religions, souvent, opposent, mais c'est les mystiques qui trouvent l'unité et les liens dans toutes les spiritualités, tout en restant eux-mêmes. Donc on n'est plus dans le mode des emprunts du polythéisme d'origine, d'il y a 2000 ans. Nous sommes dans l'invention d'un dialogue, j'ai envie de l'appeler interspirituel. J'ai envie de vous dire maintenant que cet paradigme organique permet, avec, je pense, clarté, de répondre aux 5 questions clés qui sont la goutte d'expérience que je décline suivant ces questions. C'est la question écologique, la question spirituelle, la question morale, la question économique et politique, qui a été longuement abordée par mon prédécesseur et qui vont être abordées par les suivants. Et je voudrais conclure en vous disant, mais en définitive, nous, dans notre civilisation dite scientifique, n'y a-t-il pas de connaissance qu'en présence du mystère? Merci beaucoup.